On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le nouveau conseiller spécial en matière de développement économique pour le maire Fecteau, M. Pierre Perron. Il va nous parler de son mandat de 4 mois où il veut poser un diagnostic des différentes problématiques à l'égard du développement économique. Mais d'abord, faisons un peu le bilan 2013 du travail de la députée d'Iberville, Marie Bouillé. Et j'ai comme un petit doute, mais je suis convaincu qu'on va entendre parler de l'autoroute 35. À quel moment sera-t-elle prête? Peut-être que la députée a la réponse. L'heure est au bilan pour nos députés. La session parlementaire maintenant est terminée du côté de Québec à l'Assemblée nationale. Avec nous pour en discuter, la députée d'Iberville, Marie Bouillé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, bilan de 2013, mais à la limite, on pourrait dire même, ça fait quoi, 5 ans? Ça vient de faire 5 ans, début décembre. Bon, 5 ans dans un rôle d'opposition, dans une première partie, là maintenant dans un rôle plus ministériel, c'est-à-dire d'un parti qui est au pouvoir, mais un parti qui est quand même minoritaire. Donc, c'est un contexte plus particulier. Quel est le bilan que vous tracez, notamment de la dernière année? De la dernière année, si je regarde pour la partie gouvernementale, donc ça a été une année où vraiment, l'équipe s'est solidifiée, l'équipe gouvernementale, je pense, s'est ajustée et ça donne des résultats très concrets, là. Il me semble que dans la dernière année, les annonces, les résultats étaient plus là, plus de cohérence en termes d'action gouvernementale, puis ça, je suis très heureuse de ça. Bon, quels sont les bons coups, mais quels sont les mauvais coups, les trucs qu'on aurait peut-être pu faire autrement? Comme gouvernement? Oui. Bon, évidemment, je peux pas être objectif par rapport à une question comme ça. Les bons coups, je pense que toute la question de l'emploi, la politique d'emploi a vraiment porté fruit. On a plus de la moitié de la population actuellement qui travaille, ce qui est un record au Québec, là. On a le taux de chômage est très, très bas et il y a eu 50 000 nouveaux emplois de créés durant l'année. Et c'est des emplois qui sont des emplois à temps plein. 41 000 quelques de ces 50 000 emplois-là sont des bons emplois, là. Donc, je pense que ça a été vraiment un très bon coup. Sur la solidarité, la population a pu voir le gouvernement, je pense entre autres à Mégantic, ce qui s'est passé. Dès les premières heures, la première ministre, l'équipe gouvernementale était sur le terrain, a soutenu les gens de Mégantic par compassion, par solidarité face à un drame épouvantable qui se passait. Puis, je pense que toute la question de l'identité québécoise, la charte, la francisation, révision de la politique d'immigration, je pense que ça a été des bons coups, ça, vraiment. Bon. L'État québécois est toujours en déficit, par contre. Il y a toujours un déficit opérationnel dans les finances publiques, là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'actuellement, on contrôle très bien les dépenses comme gouvernement. Les revenus ne sont pas au rendez-vous, ce qui fait qu'on n'est pas capable d'atteindre l'objectif zéro en termes de déficit. Puis il y a un déficit accumulé qui est important. Bon, vous parlez de la question identitaire, la question de la charte. Plusieurs vous ont critiqué là-dessus, notamment même dans le cas de Gilles Duceppe, de Jacques Parizeau, de Bernard Landry, des anciens chefs qui ont dit sur certains points, ça va. Les signes ostentatoires, on pousse peut-être un peu fort. Est-ce que le gouvernement va s'ajuster un peu à cette pression populaire à l'égard de la charte? Parce que là, évidemment, on l'a un peu lancé à l'automne, mais le sujet va revenir, là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dépôt de projet de loi à la prochaine session. Pour l'instant, ce n'a été que les principes qu'on a expliqués. Moi, je dois avouer que je suis très à l'aise avec ce qui est proposé. En même temps, ce qu'on a entamé, c'est un dialogue où, avec la population, où tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous avez nommé certaines personnes, il y a même des groupes qui se sont exprimés, etc. Ce qu'on voulait, c'était vraiment que ça se passe calmement et de façon sereine. Moi, je peux vous dire que dans la circonscription que je représente, la population l'a fait de façon très, très sereine. Puis pourtant, dans Iberville, on est une terre d'accueil, hein. On a eu à l'origine les loyalistes qui sont arrivés dans Iberville. On a des vagues successives d'immigrants allemands, hollandais, suisses, etc., belges. Et on vit ensemble très bien. Donc, et le dialogue sur la charte s'est fait d'une façon extrêmement positive dans mon coin.
Parlons maintenant des dossiers locaux et régionaux. Normalement, Oui. je vous en parle en fin d'entrevue. Là, je vais vous en parler tout de suite. L'autoroute 35. Évidemment, ce qui semble agaçant, à moins que vous ayez des bonnes nouvelles à nous annoncer, mais on dit un peu à la blague que c'est probablement la plus grande piste cyclable au Québec en ce moment. Et j'ai eu l'occasion Ou jogging. ou jogging dans certains cas. J'ai fait un vol de montgolfière au mois d'août dernier à l'occasion du festival et ça a donné comme ça. Le hasard a voulu que j'ai volé au-dessus pour finalement m'apercevoir que l'autoroute est terminée presque au grand complet. Alors pourquoi n'est-elle pas ouverte? Premièrement, elle va être ouverte à l'automne 2014 et ça va se réaliser. Là, C'est sûr qu'il y a eu une partie des travaux qui se sont faits de façon... et que ça a été très visible. Moi, je suis arrivée il y a 5 ans, il n'y avait absolument rien, là, même pas l'ombre d'une pépine. Et actuellement, on a... C'est sûr qu'à le voir à vol d'oiseau, ce que je n'ai pas fait, mais probablement que ça semble assez complet. Bien, mais on le là, voit, oui. mais... Il manque quoi? Il manque... Bon, là, à date, la route est faite, les deux ponts de l'échangeur, l'échangeur de Saint-Sébastien. Bon, tout ça est fait. Il reste une couche de pavage à faire. Et ça, on ne peut pas la faire en ce moment. Mais on n'aurait pas pu la faire cet automne? Ça semble... Il y a une synchronisation dans les travaux à faire, OK? Et ça ne pouvait pas être fait à ce moment-là. Donc, la dernière couche de pavage va être faite. Il reste toute la signalisation. Il reste, si je peux me servir de mes notes un petit peu, là, il reste un ensemble de... toute la signalisation qui doit être faite et la super signalisation. Il y a l'installation de clignotants aussi. Et il reste certains travaux qui sont plus de la finition, comme dans une maison, mais qui prennent du temps et qui ne pouvaient pas être faits avant d'autres travaux. Donc, on est sur le point d'inaugurer le tronçon de 25 km, oui. Entre Iberville et Saint-Sébastien, tout jusqu'à à la fait, 202. tout à fait. Mais ce qui apparaît, je dirais, à la plupart de la population comme c'est fini, mais c'est pas fini, là. Il reste encore pour quelques mois, dès que le beau temps va revenir, à finaliser. Est-ce que les travaux ont été retardés, si je ne me trompe pas, de par le fait que la Ville de Saint-Alexandre avait demandé un déplacement de l'échangeur? Est-ce que c'est ça l'histoire? Il y a eu... c'est pas nécessairement à cause de la municipalité de Saint-Alexandre. Je dirais, les travaux vont selon pas mal l'échéancier qui était prévu, donc 2009 à 2013. Saint-Alexandre, c'est sûr que ça a changé les plans. Là, il faut refaire des choses. On attend toujours le décret du ministère de l'Environnement parce qu'il y avait 2 décrets qui avaient été faits à l'époque par le gouvernement. Le premier, ça peut aller. Là, on attend le décret au niveau de l'environnement, ce qui ne devrait pas tarder. Et on a fait une solution mitoyenne, c'est-à-dire qu'on va ouvrir l'autoroute, même si l'échangeur de Saint-Alexandre ne va pas avoir été réalisé. Il va y avoir un viaduc pour les travaux agricoles, entre autres. On verra la suite des choses, si le viaduc reste là ou pas quand on aura tout fini. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessairement ça qui a fait que les travaux, on n'a pas pu rouvrir cette année. Mais ce n'était pas prévu comme ça, de toute façon. Donc, automne 2014, on devrait rouler dessus? Tout à fait. Ça va être très agréable. Dernière question, qu'arrive-t-il de l'eau? Je comprends que ce n'est pas dans votre comté, mais la portion Saint-Sébastien jusqu'à Phillipsburg, là, pour aller raccorder l'autoroute 89, qu'est-ce qui reste? Là, le tronçon reliant Saint-Sébastien à Saint-Armand, ce que dans le jargon du MTQ, on parle du segment 3 et 4. Actuellement, parce que là, je dois rappeler à nos auditeurs que moi, j'avais toujours cru le gouvernement antérieur à l'effet que les tronçons 3 et 4, il y avait de l'argent pour ça. Malheureusement, quand on est arrivé au pouvoir, on s'est aperçu que jamais le Conseil du Trésor avait été saisi d'une demande de financement pour ces tronçons-là. Donc, actuellement, il y a de l'argent qui a été dégagé pour faire la préparation de l'avant-projet, ce qui n'avait pas été fait, et les activités d'acquisition. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un pont qui va enjamber la rivière au Brochet. Ça ne sera pas dans 5 ans, ça, là. Actuellement, on est dans une vision. L'argent qui a été débloqué est pour 2013-2015. Et là, ça comprend donc
les activités d'acquisition, puis il y a 3 firmes d'ingénieurs qui travaillent actuellement sur les plans et devis pour le tronçon. Dans le fond, c'est 13 km, mais c'est beaucoup d'argent pour le 13 km à cause du pont. C'est 260 millions qu'il faut débloquer. Donc, on va savoir l'échéancier exact. Je ne peux pas vous dire oui ou non quand ça va être ouvert. Actuellement, ça se fait, le bout que je vous dis. Ce qui va arriver, c'est que le ministre Gaudreault, le ministre des Affaires municipales et du Transport, a dit que son plan d'immobilisation en transport, au lieu que ça soit 5 ans comme ça se faisait avant, ça va être sur 10 ans. Et ça va inclure nécessairement les travaux sur Saint-Armand, Saint-Sébastien, Saint-Armand. Et on va à ce moment-là savoir, quand il va déposer son plan, l'échéancier réel pour terminer ce tronçon-là. Bon. Quels sont les autres dossiers qui font partie de votre bilan au niveau du comté d'Iberville dans la dernière année? Bien, je suis assez fière du résultat. Puis je suis fière des gens d'Iberville qui ont beaucoup travaillé pour réaliser les choses. Bon, évidemment, on a commencé à parler au niveau du transport. Il y a eu 400 millions d'investis en termes de réfection. Et je pense juste à, par exemple, à Marieville, la 227, ce qui est chemin Claude de Ramsey, qui a été tout refait. On a eu aussi un asphaltage nouvelle, la 112 à Saint-Césaire, et un paquet d'autres travaux routiers, de projets routiers sur le territoire, là, qui améliore grandement, mais on est vraiment en rattrapage parce que le réseau était tellement détérioré qu'on fait vraiment du rattrapage. Investissement majeur en éducation. Grâce à Réno École, le programme, on a 8 écoles qui sont rénovées dans la circonscription et une nouvelle école, ce qui est assez rare de construire une nouvelle école, l'école de Manoir à Marieville, qui est de toute beauté. Vraiment, je l'ai inaugurée le 10 décembre avec la ministre Marie Malavoie et c'est tellement chouette comme école. C'est une école ouverte vers l'extérieur, plein de luminosité. C'est vraiment un beau milieu. Puis c'est tellement important de bien partir avoir le goût d'aller à l'école. Puis c'est vraiment ce que c'est. Donc, il y a eu ça. C'est 9,5 millions que j'ai été chercher pour cette école-là, pour construire cette école-là. Ensuite, Saint-Césaire, son centre sportif, rénovation de la piscine semi-olympique, les gymnases et tout ça. Je pousse toujours sur l'unité de médecine familiale qu'elle soit implantée à Iberville, du côté d'Iberville. 400 nouvelles places en garderie dans le courant de l'année, puis on va en avoir d'autres prochainement. Ensuite, toute la question de la loi sur moratoire sur les gaz de schiste à Iberville, tout est claimé, c'est-à-dire permis d'exploitation à des pétrolières et gazières. Là, les oppositions, les partis libéral, la CAQ et Québec solidaire avaient pratiquement fait tomber le projet de loi parce qu'ils refusaient de l'adopter. Là, on revient, puis moi, je pense qu'on va l'avoir cette fois-ci. C'est très important pour la population. Mon défi tête rasée, le 1er juin, où j'ai ramassé, ça repousse. Et j'en suis très contente. Mais le défi tête rasée, j'ai ramassé presque 17 000 $. Et c'était pour les enfants de la Montérégie et leurs familles. Donc, moi, je suis fière du bilan de l'année. Madame Bouillet, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Vous aussi, merci. Et ainsi qu'à vos auditeurs. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le nouveau conseiller spécial en matière de développement économique du maire, Michel Fecteau.
ceux qui connaissent le nouveau maire, Michel Fecteau, savent très bien qu'il aime beaucoup le développement économique. Il a entre autres été aussi président de la Chambre de commerce du Richelieu pendant une certaine époque. Et là, il a confié le mandat à Pierre Perron de devenir son conseiller spécial en matière de développement économique, mais un mandat de 4 mois. M. Perron est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Là, vous tombez dans l'arène politique, là. Oui. Mais en même temps, vous étiez aussi l'organisateur politique de M. Fecteau. C'est ça. Alors, est-ce que vous sentez un malaise avec ça? Parce qu'au conseil de lundi, vous étiez là d'ailleurs. Certains ont posé la question de dire, écoutez, est-ce que c'est un retour d'ascenseur ou je ne sais trop? Comment vous vivez avec ça? C'est certainement pas un retour d'ascenseur. Je suis une personne qui aime bâtir des choses, qui aime avoir des projets. Il y a un certain nombre d'années, j'ai décidé de ne pas m'en aller à la politique parce qu'il y a des gens qui voulaient m'avoir dans un parti politique. Et je trouvais qu'il y avait pas suffisamment d'actions, de choses concrètes pour accomplir des choses. On va débattre pendant des heures de temps. Et moi, j'aime mieux être en mode action tout le temps. Alors, ils ont connu ma façon de faire durant la campagne. Ils ont aimé ma façon de faire. J'aime des fois penser en dehors de la boîte un petit peu. C'est bon d'amener du nouveau. C'est bon de changer les choses. Et ça les a intéressés. Puis, ils m'ont demandé si je voulais collaborer. Je leur ai dit oui, je suis prêt à collaborer. Il ne se fera rien de bénévole, on va être honnête. J'en fais du bénévolat au marché public depuis des années. Je mets beaucoup d'heures, j'en ai fait dans beaucoup d'organismes. Et là, je me suis dit, bon, ben non, si vous voulez m'avoir, vous allez me payer un petit peu, mais je ne veux pas de bénéfices, je ne veux pas de garantie, je ne veux pas de contrat, je ne veux pas... Asseyez-moi 4 mois, si ça ne fait pas votre affaire, vous me le direz, mon chien robot. On va tourner au golf. Donc, c'est ça, donc vous n'avez pas de fonds de pension, non, ces choses. C'est un mandat, c'est 22 000 pour 4 mois. Bon. Ça va faire quoi un conseiller spécial du maire en développement économique? OK. Il y a plusieurs aspects dans le développement économique et les gens ne réalisent pas tous ces aspects-là. Mais un des premiers aspects, moi, je dis tout le temps, c'est le maintien des emplois qu'on a présentement. Ouais. Et j'ai vécu des très belles expériences avec ça que je pourrais prendre le temps d'expliquer, surtout chez Formica. Mais en réalité, on spécialise une usine, on spécialise un marché et après ça, il faut continuer à le maintenir. Et souvent, on ne le défend pas, notre marché. Après qu'on l'a créé, on ne le défend pas. Il y a un autre aspect qui des fois, me chatouille un peu. J'ai comme une impression, puis je vais aller voir, je vais aller vérifier, je vais aller valider qu'il y a plusieurs organismes, mais ça travaille tout en silo. On dirait qu'il n'y a pas un esprit de synergie. Et ça, c'est de valeur parce que quand tu réussis à créer ce travail d'équipe-là, quand tout le monde met l'épaule à la roue, normalement, tu as du succès. Bon. Parce qu'évidemment, il y en a qui vous connaissent de par le fait que vous mettez beaucoup d'heures dans le marché public. Là, notamment, c'était le marché de Noël, où il a fait un petit peu froid en fin de semaine. Ah, ça fait partie de la game. Vous êtes toujours vivant. Oh oui. Vous êtes toujours vivant. Mais en même temps, parlez-nous un peu de votre curriculum à l'égard de l'économie, notamment, parce que vous avez travaillé pendant quand même assez longtemps du côté de Formica. Lorsque j'étais à Formica, la compagnie exigeait qu'on s'implique socialement. Alors, j'ai commencé au conseil économique. J'ai fait 2 mandats au conseil économique et j'ai aimé ça. J'ai regardé l'approche qui se fait et à l'occasion, bien, on mettait chacun notre petit grain de sel dans ces approches-là. Et après ça, j'ai tombé dans d'autres organismes parce qu'on nous demandait de divertir. Je suis allé au cégep, puis je suis allé à différents organismes. Mais le côté économique m'intéressait beaucoup et m'intéresse encore beaucoup. En étant membre du CLD, j'ai fait des choses, j'ai vu des choses. On est à la fine pointe de l'information du développement potentiel, mais il faut être capable de créer tout cet univers alentour qui va réellement motiver une entreprise à s'installer. Bon, vous avez travaillé chez Formica pendant quoi, 30 ans? 30 ans. Puis les dernières années, vous étiez PDG? Oui. C'était quoi, évidemment, comme expérience de travail? En quoi Pierre Perron est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui de par l'expérience qu'il a eue chez Formica? J'ai commencé chez Formica. Ma formation, moi, je suis un technicien en exploration minière, les explosifs. OK? J'ai commencé après ça, je me suis spécialisé en sécurité, prévention des incendies, prévention des accidents. Et dans mon évolution chez Formica, les ressources humaines, ça m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai postulé, parce qu'il y a eu une ouverture, comme tous les autres, et j'ai dit au président, mais je vais être considéré comme les autres, point. Et on m'a choisi. Puis alors, pour ça, on m'a dit, on va te former maintenant. Alors, on m'a fait passer 1 année et demie avec les gens de Ian Blakey pour savoir négocier dans un premier temps, puis pour savoir les ins and outs de comment ça marche légalement une entreprise. Et après ça, bien, je suis devenu directeur de production, gérant d'usine. Et on m'a allé chercher un président, j'ai postulé. Mais avec mon expérience, mon background à Formica, surtout avec les négociations,
Les gens ont cru en moi, la haute direction. Et honnêtement, j'ai su convaincre le syndicat que si on ne faisait pas un changement majeur, l'usine n'était pas fermée. Et ça, tu peux demander à n'importe qui à Formica. J'ai été honnête avec eux. J'ai dit, écoutez, on peut fermer l'usine ensemble. Mais on peut faire quelque chose de bien si vous voulez me supporter. OK, alors je dis, on va chercher un contrat de travail de 5 ans, puis après ça, on ira chercher l'investissement. On est allé chercher une presse, on a eu un investissement de 12 millions. J'ai eu affaire avec Investissement Québec, j'ai eu affaire avec tous les gros organismes, des grosses négociations. Ça m'emmenait tout le temps dans le côté économique, dans le développement économique, dans l'amélioration. Bon. On l'a vu dans les dernières années, notamment le conseiller municipal Yvan Berthelot le disait à chaque budget, il a encore répété lundi, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par rapport aux villes de même proportion, est en déficit au niveau des revenus commerciaux et industriels. Il donnait l'exemple, demain matin, on bâtit une usine de 6 millions, c'est l'équivalent d'à peu près 60 maisons en taxation foncière. Et une ville a besoin de revenus pour se développer. Donc, si on est en déficit, pourtant la ville a des atouts, là, visiblement. Comment on peut aller chercher de nouveaux commerces, de nouvelles usines qui vont être porteuses d'avenir pour le développement économique de la région et créer des emplois aussi? D'après moi, la première étape est simple. Il faut que tu aies une politique au niveau municipal qui reflète réellement le vouloir de faire ces choses-là. C'est quand même assez dispendieux, le développement économique. Je vous donne un exemple. Là, je me souviens il y avait une grosse conférence à Montréal et les Américains descendaient et on les a arrêtés ici à Saint-Jean. On a eu une réunion avec tous ces gens-là. Puis quand ils ont vu le bord du Richelieu, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez une mine d'or, là. » Mais la volonté de la Ville d'investir dans du développement économique puis de faire des groupes de synergie, que tout le monde travaille ensemble, il faut que ça se matérialise aussi par une forme d'investissement. Si tu n'as pas une structure appropriée, les multinationales, ils n'en poussent pas partout. Vous avez parlé de silos tantôt, puis la liste peut quand même être assez longue. Je regarde ça, moi, au fil des 20 dernières années. Bon, il y a le Conseil économique CLD. Il y a la Ville qui, à une certaine époque, avait un commissaire industriel, là, il y a Sophie Latour aussi qui a un rôle. Il y a la Chambre de commerce, mais ça, c'est des membres individuels. Il y a aussi, à la limite, la génération XYZ qui sont des jeunes entrepreneurs. Il y a Rue Principale qui est devenue la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, qui est financée par la Ville. À la limite, il y a l'Office du tourisme, où il y a aussi d'autres commerçants. Je viens de faire la liste, là. C'est tout du bien bon monde, mais est-ce qu'il y a une vision commune à l'égard du développement économique et social de la part de tous ces organismes-là qui sont, dans certains cas, hautement subventionnés par la Ville? C'est mon défi. Mon défi, c'est de mettre tout ce monde-là ensemble et de se donner une vision et une mission. Il faut faire les choses dans un temps, mais il faut aussi, j'aime le mot que j'ai vu dans le budget, il faut être raisonnable. On n'a pas des fonds illimités, mais ce qu'on fait, ça devrait être structurant, mais on devrait être capable de l'améliorer à chaque année. Un peu le modèle que j'ai développé au marché public. À chaque année, on améliore un petit peu. Alors, la même affaire peut se faire. La rue principale, ici, la rue ici, il y a des choses à faire, me semble. Donc, votre mandat, c'est de produire un diagnostic de l'état actuel, de proposer des actions. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 4 mois? Vous allez rencontrer des gens? Vous allez... Dans un premier temps, là, on vient de me nommer. Je vais aller voir le détail au complet, mais dans nos discussions, c'est ça, c'est de regrouper les gens ensemble et de dire, bon, quelle est la meilleure approche qu'on peut avoir tout le monde ensemble? Pas que la Chambre de commerce travaille sur un projet, le CLD sur un autre, la Société de développement aux rues principales travaille sur un autre. Est-ce qu'on peut avoir des points communs pour développer ensemble certaines choses? J'ai réellement un objectif de créer plus d'animation au centre-ville parce que c'est de l'économie quand même, d'amener du tourisme dans la région. Et il y a beaucoup à faire. Juste l'amélioration du marché public, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai encore beaucoup d'idées que j'ai proposées et les gens ont été intéressés. Mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire avec une progression parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et moi, je vais proposer un certain plan d'action, puis, bon Dieu même, s'ils veulent que je continue, on verra. Si mon golf en souffre un peu, on verra. Il faut être à temps partiel aussi. Bon, non, mais en réalité, je veux aider, je donne du temps, mais je ne veux pas être pris dans la politicaillerie. Mais vous êtes logé dans un hôtel de ville. Oui, oui. Dans un appareil politique. Oui. Mais malgré tout ça, les bonnes idées sont toujours des bonnes idées, peu importe d'où ils viennent.
Et c'est ça le secret. Si c'est une bonne idée, pourquoi qu'on ne l'exploite pas? Et après ça, que vous passez la rondelle au maire qui, lui, fait de la politique, c'est ça? Ça, lui, c'est sa job. C'est sa job à lui, ça, lui. OK. Vous voulez faire du développement? Moi, je fais du développement, exactement. Et puis, je pense qu'il y a assez de monde à Saint-Jean pour nous aider à faire ça. Dans les politiciens actuels aussi, parce que tout le monde voudrait... le maire a dit, là, on veut donner la ville aux citoyens. Bien, moi, je suis un citoyen, puis je veux l'avoir, ma ville. Puis j'y crois. Je suis prêt à investir du temps. Je l'ai démontré. Je suis prêt à combattre certaines situations. Je suis prêt à dénoncer certaines situations. Mais je voudrais donc que la ville avance. M. Perron, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes et bonne chance dans votre nouveau mandat. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Centre de services de santé et de services sociaux au Richelieu-Rouville, le C3S, vous annonce la fermeture des centres de prélèvement, celui de la Vallée des Forts pour les 25, 26 décembre et 1er et 2 janvier. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente les plus récents extraits de la dernière séance du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. On vous rappelle que le Télébingo, c'est à tous les dimanches matin, 9h30, en direct, ici même au câble 9. Il y a 35 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets sur les territoires des MRC au Richelieu et Rouville. Pour connaître la liste des dépositaires, vous téléphonez ici à la télé ou vous allez sur notre site Internet. Télé du Haut-Richelieu, nouvelle adresse 145 rue Richelieu. Pour me joindre, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez également notre site Internet pour voir les entrevues que vous avez peut-être manquées, des entrevues qui sont en format YouTube, donc disponibles pour les appareils Apple. On vous invite également à devenir adepte de nos pages sur Facebook et sur Twitter. Et on vous rappelle qu'ériclatour.com est diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et surtout, on rappelle le dimanche, en rafale, nos 5 émissions, nos 10 entrevues consécutives entre 16h et 18h30. On se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. À demain. Bye bye.